Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux aquariums d'eau de mer. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents types de substrats et de pierres vivantes. Pour commencer cette vidéo, on verra en premier les pierres vivantes. Il faut savoir qu'il y a deux types de pierres. Il y a les pierres dites vivantes, c'est-à-dire avec des micro-organismes qui la composent et qui se trouvent directement dans la mer, sauf que depuis quelques années, on ne peut plus les ramasser en mer, c'est totalement interdit. Du coup, ils les ramassent sur les plages. Ce sont des pierres simplement quand il y a une marée ou une petite tempête qui s'échoue sur la plage. Et puis ce sont ces pierres-là qui vont composer nos futurs bacs. Ce qu'on peut dire déjà en premier sur ces pierres qui sont ramassées au bord de la mer, c'est qu'elles n'ont plus quasiment de microfaune, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a encore des microbactéries, mais la plupart ont séché au soleil. Et les petits crabes et toutes les petites surprises que vous pouviez avoir à l'époque, vous ne les aurez plus. Ça, c'est une certitude. Et en plus, les tarifs, ils n'ont pas pour autant baissé, voire même augmenté. Il faut savoir que 10 kilos de pierre de Jakarta ou enfin de Bali ou ailleurs, il y en a à peu près pour 200 euros les 10 kilos, ce qui en fait, ça revient à environ 20 euros le kilo de pierre vivante et sans les frais de port. Donc c'est quand même une somme assez considérable. Par contre, au niveau de la porosité, elle sera la même que pour une pierre vivante pêchée en mer à l'époque. Donc, à ce niveau-là, vous êtes bien. Sachant que pour les néophytes ou ceux qui nous rejoignent, une pierre vivante, à la base, c'est simplement un corail qui est mort et par-dessus, une vie a recolonisé ce corail. Et du coup, ben, en général, elle devient violette. C'est la coralline qui va pousser dessus. Et il y a plein de petites bactéries, de microfaunes, de gamaris, de daphné, de tout ce que vous pouvez voir la nuit dans votre bac, la plupart du temps, bah, ça c'est ce qui est présent dans les pierres vivantes. Et il y aura des petits œufs de telle et telle espèce, de crabes, peut-être même des fois de poissons ou autres. D'ailleurs, pour l'anecdote, en Angleterre, il y a un zoo et qui avait un grand aquarium d'eau de mer. Et dans cet aquarium qui faisait plusieurs milliers de litres, ils avaient mis des grosses pierres qui venaient de la mer, mais vraiment c'était des rochers. Et il n'y avait que des carangues, il y en avait des centaines et des centaines qui tournaient en rond pour faire vraiment un banc. Et tous les jours, bah, des poissons disparaissaient et ils n'ont jamais compris ce qui se passait. Et quelques années après, au bout de 4 5 ans, il y a un vigile la nuit qui est passé par là et qui a vu un requin de 2,50 m dans ce bac-là. Et il s'est dit, mais pourtant, j'ai pas bu d'alcool, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a signalé ça à son responsable. Ils ont envoyé des plongeurs pour vérifier. Et en effet, bah, il y avait un requin qui ne sort que la nuit. Et du coup, ben, il avait buffé à volonté en permanence. Tout ça avec l'apport de simples pierres. Et souvent, avant, bah, on pouvait avoir des choses incroyables qui sortaient des pierres vivantes. On pouvait avoir des nudibranches, par exemple, des petits crabes, différentes espèces de vers. Moi, j'ai eu de la chance une fois comme ça à l'époque d'avoir un oursin crayon il y a une quinzaine d'années. Et quand ça arrive, bah, je peux vous dire, la première chose que vous faites, vous mettiez votre pierre vivante dans l'aquarium. Et puis tous les jours, en passant devant l'aquarium, je m'arrêtais, je regardais. Et puis à chaque fois, je découvrais de nouvelles espèces, des petits coraux qui avaient survécu, qui essayaient de revenir, des algues et d'autres choses. Alors, on peut avoir aussi beaucoup de, pardonnez-moi le terme, mais de saloperies. Mais c'était quand même la plupart du temps très positif. Maintenant, avec ces pierres ramassées au bord de l'eau, l'avantage d'une certaine manière, c'est que toutes les espèces nocives, donc par exemple les Eptasia ou autres, ben, en général, quand elles sont restées 2 semaines ou une semaine sur la plage, ça a eu le temps de bien sécher et je peux vous dire, il n'y a plus rien qui a survécu. Quasiment. Il y a toujours certaines espèces bien résistantes. Mais la plupart de la microfaune euh, a complètement disparu. Donc, vous partez sur une base correct. Et en plus, comme il y a encore un peu d'eau de mer un peu séchée et autres, bah, il va quand même y avoir quelques bactéries et puis ça va largement suffire pour l'ensemencement. Vous pouvez quand même rajouter une petite capsule de démarrage qui va vous rajouter d'autres bactéries qui, elles, seraient mortes tout simplement du fait d'avoir séché au soleil. Maintenant, on va parler des pierres artificielles. Les pierres artificielles, pour ne pas citer la marque la plus connue, ce sont simplement des pierres donc synthétiques, c'est-à-dire qui ont eu par différents procédés, ils ont aggloméré de la matière et ils ont fait en sorte qu'elle garde une bonne porosité. Au début, c'est pas très beau, ça fait pas naturel. Par contre, au bout de quelques mois, vous faites plus du tout la différence entre une pierre de synthèse et une réelle pierre vivante.
Vous pouvez voir la preuve en image dans mon bac où tout le côté gauche, c'est des pierres de synthèse et tout le côté droit, c'est des pierres vivantes. Sauf que moi, les pierres vivantes, ben, j'en ai acheté une partie, j'ai acheté 10 kilos à Jakarta et après je me suis dit, ah c'est pas bien. Et puis en plus, ça coûte un bras. Du coup, je les ai ramassés au bord de la mer quand j'étais en vacances en Croatie. Il y en avait plein la plage et bah, j'ai pris ce qu'il me fallait. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Là, elles sont complètement sèches, du coup, elles blanchissent la plupart du temps. Je les remettrai pas comme ça dans mon bac. Si je dois les remettre dans mon bac, je les ferai d'abord bouillir. Donc, vous prenez une grosse cocotte minute, vous mettez un petit fond d'eau, sinon ça explose. Et j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à plus de 100 degrés, donc ça va vraiment tuer toutes les bactéries qui auraient pu s'infiltrer dans votre cave ou ailleurs. Donc c'est vraiment une chose que je recommande. Ne négligez pas le nettoyage. Et puis, s'il y a des petites algues dessus ou autre, bah, vous prenez simplement une brosse à dents, une petite brosse, et puis vous frottez un petit peu. Mais vous pouvez voir que vraiment la porosité, c'est nickel. Et ces petites pierres, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du ciment prompt et évidemment, hein, du ciment prompt, pas autre chose, et en particulier du ciment de Portland. Pourquoi? Parce que c'est neutre dans le sens où il ne va pas y avoir forcément des produits chimiques qui pourraient y avoir dans les autres ciments qui finalement, quand votre ciment va un peu se désagréger dans l'eau, bah, ça va lâcher ces produits chimiques évidemment dans votre eau. Du coup, c'est pas forcément top. Donc, le ciment pro, c'est neutre et avec ça, vous êtes vraiment tranquille. Et donc j'ai pris ce ciment et je me suis amusé à faire des petites colonnes, des plateaux et autres, jusqu'à faire le montage que je trouvais le plus esthétique, en pensant toujours au fait que vos coraux vont grandir et que évidemment ça ne ressemblera plus à ça. Et que pour ne pas que les uns cachent la lumière aux autres, il faut essayer de faire une forme d'escalier ou de plateau pour que tous puissent bénéficier d'un peu de lumière. Ça, c'est vraiment, il faut y penser avant parce que à partir du moment où vos coraux grandissent, ben, s'il y en a la moitié qui sont à l'ombre, ils sont voués à disparaître. Niveau qualité, je vais être très honnête, il n'y a aucune différence entre les deux une fois en eau. Du fait que, comme on vient de le dire précédemment, il n'y a plus de microphone dans vos pierres que vous achetez prélevées au bord de la mer, vous avez le choix entre des pierres qui valent à peu près 20 euros le kilo ou des pierres qui doivent vous valoir moitié prix en synthétique. Et vu que derrière, on ne fait plus la différence au bout du compte, bah évidemment, je vous invite tous à acheter des pierres vivantes synthétiques. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais si c'était à refaire, je ne prendrais que des pierres de synthèse. Sauf si bien sûr vous avez l'occasion d'aller au bord de la mer, que vous habitez juste à côté, une fois de temps en temps vous êtes sur la plage, vous voyez une belle pierre qui vous plaît, ça c'est nickel. Donc ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est une pierre de synthèse à la base qui a passé 1 an et demi en eau. Et derrière, je l'ai retirée, elle a séché, puis vous pouvez voir finalement, c'est exactement la même chose qu'une pierre vivante. Question marque, je me permettrai pas de vous donner des leçons de morale ou de conseils. Finalement, j'ai essayé deux marques différentes qui sont les plus connues et j'ai été satisfait avec les deux marques. Donc encore une fois, c'est votre choix. La marque n'est pas un gage de qualité. Ce qui va être le gage de qualité, c'est plutôt les bactéries que vous allez mettre dans votre eau pour l'ensemencer. Si vous désirez mettre un oursin, bien que je déconseille tout simplement les oursins ou les Bernard l'ermite, il faut impérativement fixer vos pierres. Pour ça, deux possibilités. Encore une fois, on l'a vu, le ciment prompt, mais il en existe aussi une autre, c'est de percer les pierres et de mettre un tube en plastique par exemple ou en PVC à l'intérieur. Surtout, surtout, ne mettez pas de fer ou autre qui soit oxydable. Même de l'inox, c'est pas forcément conseillé. Il faut du plastique alimentaire. Si vous prenez en compte ces conseils, je pense que au niveau de l'installation et des pierres vivantes, vous ne pouvez que réussir. Pour les mettre maintenant dans votre aquarium, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on ne posera jamais les pierres vivantes à même la cuve nue. Pourquoi? Parce que comme il y a des morceaux pointus, bah évidemment, ça risque de faire exploser votre bac. Maintenant, trois possibilités.
La première, c'est de mettre une mousse et de poser vos pierres par-dessus. Des mousses, ils en vendent en animalerie, hein, c'est prévu pour, c'est fait exprès à cet effet, et il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, paraît-il. Du coup, ben, ça pose aucun problème au niveau de l'eau. Vous avez également une deuxième possibilité, c'est de mettre une grille. C'est une forme de grille un peu comme les cagettes, hein, que vous pouvez avoir en plastique. Et c'est une grille spéciale, on appelle ça une grille optique. C'est pour le mot-clé à taper sur les sites d'animalerie, vous le trouverez très facilement. Et cette grille optique, vous la posez au sol, pas directement, mais vous mettez des petits ergots ou des petits capuchons en dessous. Pourquoi? Parce que la pierre vivante ne doit jamais être posée comme ça sur le sol. Il faut que l'eau puisse circuler en dessous. Ça évite la sédimentation. De la même manière, vous avez une troisième possibilité, c'est celle de mettre du sable et de le poser sur le sable. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que de poser directement la pierre sur le sable, elle va être en contact et puis ça va sursédimenter tout autour et ça va être un nid à phosphate. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est prendre des petits ergots, enfin des petits plots en PVC, les mettre au fond de 1 cm ou 2, vous les découpez et vous posez la pierre sur ces petits plots. Comme ça, en fin de compte, bah, elle est un petit peu surélevée et ça permet vraiment au courant de circuler autour. C'est un sacré avantage et pour les nettoyages, ça sera aussi beaucoup plus simple. Pour ce qui est du substrate, j'ai plusieurs conseils. Le premier, ça sera de ne jamais mettre directement son sable. À moins que vous êtes en DSB ou Jobert, où là, évidemment, le sable joue le rôle des pierres vivantes. Du coup, évidemment, il faudra le mettre tout de suite. Par contre, dans le cadre d'un aquarium berlinois, là, je vous déconseille de mettre du sable. Vous pouvez en mettre, mais bien plus tard. Il faut attendre plusieurs mois que vraiment le cycle se fasse. Et après, à partir du moment où vous en mettez, c'est vraiment allez-y mollo. Parce que plus vous allez avoir du sable, plus vous allez avoir de la sédimentation, des phosphates qui vont s'accumuler. Il va falloir nettoyer le sable parce que c'est pas un sable vivant à l'inverse du DSB ou du Jobert. C'est un sable qui contient toutes les déjections animales, hein. Tout ce que vous pouvez imaginer, ça finit dans le sable. Ou une partie, évidemment, la décante si vous en avez une. Donc pour ce qui est du sable, on part sur du sable d'aragonite. Vous pouvez le voir à l'écran. C'est un sable entre 1 et 3 mm de granulométrie. Et c'est du sable d'aragonite, donc c'est un sable éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est interdit de prélever de la même manière que les pierres vivantes le sable de corail, le sable donc sur la plage. Ce sable d'aragonite, bah simplement, il y a des carrières d'aragonite, hein, c'est des gros blocs de pierre. Ces blocs d'aragonite vont être broyés et derrière, ça va vous donner différentes granulosités. Et c'est ce sable-là que vous allez retrouver à la fin dans vos aquariums. Petit conseil, si vraiment vous avez un grand volume, que vous voulez faire du 2-3 millilitres, n'achetez pas 100 sachets de sable d'aragonite. Il y a des carrières d'aragonite en France. Vous pouvez trouver facilement les localisations sur Internet. Et tout simplement, ben, vous regardez un peu aux alentours, il y a des usines, vous les contactez et je pense qu'ils seront ravis de vous aider. C'était une petite aparenté. Là, vous pouvez voir à l'écran ce que moi je rajouterai personnellement en plus au fond du bac, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit le type de bac que vous ferez, hors fish only, on l'entend bien, c'est de rajouter ces petits coquillages morts que vous aurez ramassés au bord de la plage. Pourquoi? Parce que ça sera un repère idéal pour votre microfaune. Les poissons arriveront jamais à mettre leur nez entièrement à l'intérieur de ces coquillages. Et du coup, ben, ça fera des repères pour, par exemple, les gamaris, le krill et autres microphones visibles. Et le soir, ça sera pas étonnant quand vous prenez une petite lampe de poche que vous regardez de voir des dizaines de petites bestioles rentrer et sortir de ces coquillages. On arrive quasiment au bout de cette vidéo. Le prochain épisode sera dédié donc à la microfaune, hein, par ordre chronologique. On verra les différents types de microphones et surtout comment en avoir. Parce que ça, j'ai vu dans les commentaires, il y a beaucoup de monde qui ont des bacs magnifiques mais qui n'arrivent pas à avoir de microphone. Et j'ai deux, trois astuces extrêmement simples pour en avoir en moins d'un mois, mais de tous les côtés. Et je serai ravi de partager ces astuces avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez informé de la sortie de la prochaine vidéo. Au passage, il y en a 22 qui sortiront dans cette série. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine!